ministres, ambassadeurs, autres cadres, chers amis de la presse, chers internautes connectés sur cette conférence, chers participants, membres ou non de la galaxie panafricaniste, je vous salue toutes et tous. C'est un grand honneur pour moi de délivrer, je m'excuse parce que j'avais préparé un document qu'on a eu 1000 difficultés à imprimer. Donc je vais avec mon ordinateur en attendant que le document me rejoigne et je serai beaucoup plus à l'aise que de manipuler un ordinateur et d'essayer de vous parler en même temps. Et maintenant, si tout ça ne marche pas, je vais laisser et document et ordinateur de côté et je vais vous parler directement. Et je sais à peu près ce que je veux vous dire. Voilà. Donc je vous salue toutes et tous. C'est un grand honneur pour moi de délivrer, suite à l'invitation de mes amis du think tank Carrefour et de leur éminent président d'honneur, mon frère et ami, son Excellence le ministre Bruno Richard Itoua. C'est donc de délivrer ce discours inaugural portant sur un thème capital pour la marche de notre continent bien-aimé. Portant donc sur un thème capital pour la marche de notre continent bien-aimé. L'Afrique peut-elle aspirer à un avenir radieux? Comment y parvenir? Avec qui et à quel horizon? Ce thème choisi et décidé par mes amis organisateurs des vendredis de Carrefour n'est pas seulement explicite, mais il est profond et porte un défi majeur, celui de l'analyse concrète d'une situation concrète. Ceux qui appartiennent à une certaine génération savent de quoi je parle. L'analyse concrète des situations concrètes, c'est un certain Lénine qui avait proféré cette belle phrase de l'analyse concrète des situations concrètes pour aboutir, bien entendu, à des perspectives concrètes. Oui, l'Afrique, plongée dans des crises profondes, a le droit de se réserver le droit fondamental d'aspirer à un avenir radieux. Chers amis, en guise d'hommage aux pères fondateurs qui ont porté nos rêves et désirs profonds d'une Afrique moderne, indépendante et debout, je demande votre indulgence pour commencer ma leçon inaugurale par cette émouvante citation de l'illustre fils d'Afrique, Julius Nyerere, ancien président de la Tanzanie. C'était en 1997 à Accra, lors de la célébration du 40e anniversaire de l'indépendance du Ghana, indépendance obtenue par les héros panafricanistes Kwame Nkrumah et ses illustres compagnons. Faisant référence à l'unité africaine, l'ancien président de la Tanzanie, Julius Nyerere, l'un des pères fondateurs de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, avait, selon ses propres termes, une confession à faire. Je dois avouer, dit-il, que nous, la première génération de dirigeants africains, de dirigeants de l'Afrique indépendante plutôt, nous n'avons pas poursuivi l'objectif de l'unité africaine avec la vigueur, la détermination et la sincérité requises. Si les chiffres étaient des chevaux, l'Afrique caracolerait en tête des pays aujourd'hui. L'Afrique serait le continent le plus puissant de la planète, car elle occupe le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée générale des Nations unies. J'adresse cet appel à la nouvelle génération de dirigeants et de citoyens africains. Œuvrez sans relâche à l'unité, avec la ferme conviction que sans unité, il n'y aura pas d'avenir pour l'Afrique. J'ai la bonne nouvelle de recevoir enfin ce que j'attendais. Et je me libère de ça. Donc, Julius Nyerere, j'adresse cet appel à la nouvelle génération de dirigeants et de citoyens africains. Œuvrez sans relâche à l'unité, avec la ferme conviction que
que sans unité, il n'y aura pas d'avenir pour l'Afrique. Et le président Nyerere de conclure, bien sûr j'ai résumé son discours, et il conclut: je rejette la glorification de l'État-nation légué par le colonialisme, ainsi que les nations artificielles que nous tentons de forger à partir de cet héritage. Au fond, nous sommes tous africains, mais des Africains qui essayent de toutes leurs forces d'être des Ghanéens ou des Tanzaniens. Heureusement pour l'Afrique, nous n'avons pas totalement réussi. Le monde extérieur a du mal à distinguer un Ghanéen d'un Tanzanien. Ce que le monde extérieur voit en nous, c'est que nous sommes africains. Oubliez la stupide division, c'est lui qui parle, hein? Oubliez la stupide division des peuples africains entre anglophones, francophones et lusophones. Cette tentative de diriger nos peuples en fonction de la langue de leurs anciens colonisateurs doit être rejetée avec fermeté et avec tout le mépris qu'elle mérite. Pendant ce temps, les propriétaires naturels de ces langues magnifiques sont occupés à construire une Europe unifiée. Ma génération a conduit l'Afrique à la liberté politique. Les leaders actuels et les peuples d'Afrique doivent reprendre la torche vacillante de la liberté africaine, la ranimer avec leur enthousiasme et leur détermination et faire avancer l'intégration africaine. Fin de citation. Chers amis, c'est adossé sur ce rappel autocritique fait par un dirigeant africain émérite, respecté et dévoué à la cause du continent, que nous allons bâtir notre argumentaire sur l'avenir radieux de notre continent. Première question de notre thème global: l'Afrique peut-elle aspirer à un avenir radieux? Le regretté fils de l'Afrique, savant panafricaniste émérite, vice-président de notre Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité et gouvernance, le professeur Moussa Seck, que Dieu bénisse chaque jour son âme, commençait toujours ses conférences par la démonstration du caractère spécial de l'Afrique et de ses atouts qui l'inscrivent forcément dans la trajectoire d'un grand destin et d'un avenir radieux. Et je vais montrer quelques extraits d'un diaporama qu'il m'a légué et qu'il nous a laissé. Professeur Moussa Seck et moi avons fait le tour du monde. Conférence à Philadelphie, à Temple University, et il disait que nous étions venus chercher la torche que Kwame Nkrumah avait allumée dans son combat panafricaniste et que nous nous posions, nous et notre génération, comme héritiers de Kwame Nkrumah. Quand nous nous sommes rendus à Paris, lui et moi, pour faire une grande conférence à la Sorbonne sur la renaissance africaine et le panafricanisme, professeur Moussa Seck disait dans la salle que nous étions venus, encore une fois, dans une salle où les intellectuels d'Afrique et de la diaspora avaient tenu la grande conférence de 1956 et ensuite de 1959. Il disait que nous étions encore venus là prendre le souffle des ancêtres, des anciens, pour continuer le combat panafricaniste. Moussa Seck, c'est notre conviction. On peut se tromper, mais c'est notre conviction, c'est la conviction d'un de nos aînés, l'illustre président Moustapha Niasse, ancien directeur de cabinet de Senghor, ancien Premier ministre du Sénégal 2 fois, plusieurs fois ministre des Affaires étrangères, un éminent cadre du continent. Il connaissait Moussa Seck depuis 50 ans. Il me disait, Moussa Seck est un savant panafricaniste, le plus grand savant panafricaniste de sa génération, parce qu'il a passé des heures et des heures à discuter avec le professeur Moussa Seck. Moussa Seck était un agronome. Il a fait l'école de Rabat. Ensuite, il est allé à Minnesota, à l'école de Norman Borlaug, où il est revenu avec des convictions fortes que l'Afrique, le développement de l'Afrique, passera et commencera par l'agriculture. Un moment dans nos discussions, il m'a dit, souvent nous citons l'agriculture, l'éducation, la santé, les infrastructures. Je te fais une recommandation. Nous allons désormais dire que nous détachons l'agriculture parce que c'est une précondition du développement. Et il avait de très belles images. Il dit un sac vide ne tient pas debout. Des enfants qui vont à l'école en Afrique, qui n'ont pas pris le petit déjeuner,
C'est comme s'ils avaient avalé des lames de rasoir toute la journée. Il dit les Africains souffrent alors qu'ils ont de l'eau. Ils ont les meilleures terres du monde. Nous pouvions être et nous devons être le grenier du monde. Ils ne comprenaient pas pourquoi beaucoup de pays d'Afrique, y compris le nôtre, Sénégal, nous dépensons énormément d'argent pour acheter du riz à l'extérieur de l'Afrique. Nous achetons 50% de notre blé en Russie. Et Moussa Seck a théorisé depuis plus d'une vingtaine d'années, peut-être même une trentaine, que l'Afrique pouvait produire du blé et conquérir son indépendance. Moussa Seck a écrit un article dans le journal Le Monde vers 1998 après un colloque à Paris où il défendait qu'il était possible de vaincre la faim, et vers la fin de l'article il faisait une prédiction. Il disait que si la Chine accepte de changer le paradigme de son développement en ne se fondant pas principalement sur les céréales mais sur les fruits et légumes, que la Chine allait rapidement libérer 500 millions de bras pour son développement et que la Chine allait rattraper rapidement les États-Unis. Et c'est exactement, si vous voyez la courbe de l'agriculture chinoise, fruits et légumes et céréales, les fruits et légumes sont passés devant et Moussa Seck avait prédit ça il y a plus de 25 ans maintenant. Ce monsieur a inventé les agropoles pour l'Afrique. Beaucoup de pays africains ont discuté avec lui. La Banque africaine de développement, beaucoup d'institutions étaient séduites par le brio de sa démonstration des agropoles comme forme de révolution de l'agriculture africaine, de modernisation de l'agriculture africaine. Et il disait que nos paysans devaient devenir des agriculteurs et nos agriculteurs des fermiers. Et qu'il était possible, il prenait un exemple au Sénégal, de démontrer qu'avec les agropoles, les domaines agricoles communautaires, l'Afrique pouvait faire sa révolution et qu'il n'y a aucun pays du monde, Mexique, Inde, États-Unis, Canada, aucun pays du monde qui a réussi son développement sans avoir réglé le préalable de nourrir sa population, conquérir sa souveraineté alimentaire et que donc l'agriculture devait être la première des souverainetés à conquérir dans nos pays. Malheureusement, ce monsieur, tout le monde, beaucoup de leaders du continent ont applaudi à sa théorie. Personne ne l'a suivi quand il a voulu expérimenter les agropoles pour le continent africain. Maintenant, Moussa Seck, c'est un philosophe presque mystique, parce qu'il se réveillait très tôt le matin pour réfléchir sur le monde. Il dit dans le Coran, on dit les deux mers ne se touchent pas. Il dit qu'il peut y avoir une explication physique sur pourquoi les deux mers ne se touchent pas. Voilà quelqu'un qui de l'agriculture allait vers les sciences, vers des sciences absolues à un niveau très très élevé. Alors il veut prouver aux jeunesses africaines que vous avez un continent spécial, le continent le plus spécial du monde, le continent que Dieu a façonné, créé avec amour, parce que Dieu aime l'Afrique. Il a voulu démontrer que ce que nous avons en Afrique, aucun continent au monde ne peut s'en prévaloir. Donc si vous permettez, si le diaporama est prêt, je vous donne 5 ou 10 minutes et je vais arrêter parce qu'il faut qu'on continue sur les autres questions. Alors si le diaporama est prêt, on y va. Alors, comme vous le voyez, le titre est très parlant. L'Afrique, une puissance agricole à l'horizon 2030. C'est toute une démonstration. Le Covid nous a arraché ce savant africain. Un Covid très long, on a lutté, on a tout fait, on est allé partout. Mais le décret divin était déjà écrit, donc Moussa est parti. Mais il a pris, malgré la maladie, malgré un AVC qu'il a rattrapé dans la maladie, il nous a laissé 5 tomes sur les agropoles et sur sa vision de l'agriculture, en pensant qu'il devait faire cet effort pour laisser un tel héritage à la jeunesse africaine. Donc je suis obligé, par devoir de fidélité, par reconnaissance et gratitude pour cet homme,
de présenter dans chaque fois qu'on allait ensemble, il parlait, je parlais. Maintenant, je suis obligé d'être sa voix, de porter sa parole et de défendre son héritage. Parce que c'est véritablement une immense perte. Moustapha Niasse l'appelait le Cheikh Anta Diop de sa génération. Pour ceux qui connaissent Cheikh Anta Diop, ils voient que c'est très lourd comme décision de l'appeler Moussa Seck le Cheikh Anta Diop de sa génération. Alors si on est prêt, on y va. Première démonstration, pause. Moussa Seck dit, les gens disent que l'Afrique est trop peuplée. Alors j'ai vu cette carte reproduite dans beaucoup de séminaires de réunions, mais la première fois que je l'ai vue, c'était avec Moussa Seck il y a 23 ans. J'étais au salon d'honneur de l'aéroport de Dakar en train d'aller en mission en tant que ministre des Affaires étrangères. Il a appris que j'étais là-bas, il est venu pour me dire, écoute, je vais te montrer un travail que j'ai fait pour prouver que tous les pays qui peuvent entrer dans la surface, la superficie de l'Afrique font plus de 4 milliards et poussières. Nous, à l'époque, on ne faisait pas encore 1 milliard. Et il dit pourtant, on nous dit que nous sommes surpeuplés. Et que ce n'est pas vrai. C'est de l'idéologie, c'est de la propagande. L'Afrique n'est pas surpeuplée. Et alors, il a fait cette démonstration. Maintenant, comme je dis, c'est repris un peu partout. Mais ça, c'est pas grave. Si on reprend de bonnes idées, c'est une bonne chose parce qu'on élargit les gens qui ont accès à ces bonnes idées. On y va. Donc, il montre que les États-Unis peuvent entrer intégralement en Afrique, dans l'Afrique. Ensuite, la Chine intégralement, l'Union européenne, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Corée, la Malaisie, les Philippines, Cuba et Singapour. Et le total population de tous ces pays, c'est 4 milliards 250 millions. Et l'Afrique à l'époque était à 1 milliard 200 millions. Ça c'est quand il a corrigé le tableau, mais avant l'Afrique était à 1 milliard. Et voilà, dit-il, un tableau qui prouve que ce n'est pas juste de dire que l'Afrique est surpeuplée. Parce que ces gens-là, là où ils vivent, ils se portent bien, ils avancent et ils n'étouffent pas. Mais nous, on nous dit que l'Afrique étouffe déjà parce que vous avez 1 milliard d'habitants. C'est la peur viscérale de l'Afrique et des Africains qui fait dire des contre-vérités comme ça. Et donc là, c'est un immense travail. Il y a beaucoup de chiffres maintenant sur les PIB et ce que ces pays ont réussi. Alors, la suite. Alors, il dit le continent africain, un continent aux particularités extraordinaires. Certains peut-être ont vu cette démonstration de Moussa Seck, mais elle est absolument magnifique. On y va. Alors, il dit premier miracle divin peut-être, c'est que l'Afrique est placée entre le parallèle 40 nord et le parallèle 40 sud. Exactement. L'Afrique est entre les deux. Ensuite, et il dit le phénomène le plus spectaculaire de la géographie et de la physique, c'est l'équateur. Il dit beaucoup de gens pensent à l'équateur sans en tirer les conséquences. Il dit l'équateur divise l'Afrique. Et l'équateur détermine le fait que l'Afrique est le seul continent au monde qui peut faire les mêmes préconisations agricoles pendant 6 mois dans la partie nord. Et quand c'est fini, la partie sud prend le relais, fait exactement la même chose. Parce que nous avons il dit, Dieu a pris son temps pour dessiner l'Afrique et mettre tout ce qu'il voulait mettre dans l'Afrique parce que il dit le nord est méditerranéen, l'Afrique du Sud, Cap de Bonne-Espérance, cette partie est aussi climat méditerranéen tempéré. Ensuite, vous descendez de cette partie méditerranéenne, vous tombez sur le désert du Sahara. De l'autre côté, vous remontez, vous tombez sur le désert du Kalahari. Il dit du désert du Sahara, vous tombez sur le Sahel. Désert de Kalahari, vous tombez sur le Sahel angolais. Ensuite, vous avez l'équateur sud et l'équateur nord, qui sont des zones absolument pluvieuses. Et pour lui, véritablement, la concentration d'eau, de ressources, les grands lacs, tout ce qui se passe dans cette partie du monde, une fois on rigolait ensemble en disant, mais si Dieu avait un palais terrestre qu'il a caché quelque part, ce n'est pas dans les grands lacs. Tellement c'est joli, tellement il y a de l'eau, tellement il y a des ressources, et que c'est véritablement un parti pris de Dieu que de donner tout ça à l'Afrique. Donc, il dit que tout ce que l'Afrique peut faire dans une partie du continent, elle peut le reproduire presque identiquement dans l'autre partie du continent. Ensuite,
Alors maintenant, il dit c'est particulier de l'Afrique, c'est à cause de l'équateur. Et regardez la symétrie parfaite, même si vous inversez le continent, la symétrie parfaite entre les zones méditerranéennes, les zones désertiques, les zones sahéliennes et les zones tempérées de l'équateur. Ensuite, et il dit c'est des deux côtés que la symétrie est parfaite. Et symétrie, comme on sait, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas les humains qui font des choses comme ça. On y va. Voilà. Ensuite, la symétrie provoquée par l'équateur. Ensuite, voilà le match parfait entre les zones climatiques en Afrique du Nord comme en Afrique du Sud, australe disons. Ensuite, voilà, il se fait même le plaisir de pencher un peu la carte pour montrer que la symétrie est absolument incontestable parce qu'elle est parfaite. Ensuite, voilà. Ensuite, vous pouvez accélérer là, vous pouvez aller plus vite. Ouais. Allez-y, ouais. Alors, ce qu'on fait côté Atlantique ouest, on peut le faire côté est aussi. Allez-y. On a compris un peu le topo, donc vous pouvez accélérer. Et voilà que révèle une nouvelle vision de l'agriculture africaine. D'abord, il trouve miraculeux que les 5 communautés économiques régionales du continent soient presque de superficie assez relativement égale. Vous voyez les 5 grandes communautés régionales, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, centre, est, ouest. Ensuite, voilà ce que je disais tantôt, la question des climats méditerranéens des deux côtés. Ensuite, voilà, pour aller vite, vous voyez donc le Sahara, Kalahari, Sahel, Sahel, etc. Où l'équateur est la seule frontière qui vaille. Allez-y. Agrare Africa. Et maintenant là, il fait la démonstration de sa vision de l'agriculture africaine. Il a théorisé les chaînes de valeur agricoles qu'on reprend maintenant dans toutes les institutions, dans les banques, un peu partout. La première fois qu'on a lu cela, c'était lui. Les chaînes de valeur agricoles. Voilà. On va arrêter là. Sécurité alimentaire en Afrique. Et peut-être qu'on va rencontrer Moussa Seck au fur et à mesure de mon exposé. Merci beaucoup. Merci. Avant donc d'être arraché à notre affection et à notre immense respect, le professeur Moussa Seck, un des plus grands prospectivistes de notre temps, nous disait souvent, et je le cite, « La prospective n'est pas une goutte de cristal qui permet de lire l'avenir, mais plutôt elle permet de répertorier tous les scénarios possibles concernant le futur d'une société en marche et d'identifier par conséquent tous les scénarios catastrophes afin de les éviter ou de les contourner. » Et il ajoute, la prospective permet aussi aux véritables leaders et bâtisseurs d'installer résolument leur bureau dans le futur afin d'anticiper et de modeler le meilleur futur pour leur peuple. C'est-à-dire faisant ainsi préparer et rendre possible un avenir radieux pour leur peuple. Fin de citation. Avec le diaporama qu'on a vu et les 2 citations de feu le professeur Moussa Seck, on peut dire avec le président Kérékou que ce qui est dit, ce qui n'est pas dit est dit. Une autre analyse prospectiviste faite par un ami de l'Afrique, le Canadien Jean-Louis Roy, ancien secrétaire général de l'OIF, montre que le basculement des richesses du monde d'ici 2050 est inévitable. Ceci est consigné dans son récent ouvrage qui s'appelle « Bienvenue en Afrique, le chantier du siècle ». Ce basculement des richesses, prédit-il, est déjà en marche et en faveur de l'Asie, mais connaîtra une seconde vague en déplaçant son curseur d'ici 2050 vers l'Afrique, qui deviendra ainsi la nouvelle puissance planétaire émergente. L'Afrique, dit-il, aura alors plus de 2 milliards d'habitants, dont plus de 65% de jeunes. Elle aura plus d'1 milliard d'internautes et sera ainsi une actrice majeure de la révolution du digital et de l'économie numérique. Son analyse optimiste et bienveillante
me rappelle notre discours au tournant du millénaire et à l'avènement du XXIe siècle, prédisant que le XXIe siècle sera le siècle de l'Afrique et de la Renaissance africaine. Vous vous rappelez cette formule? À la fin du siècle passé, beaucoup de nos dirigeants, y compris le président Thabo Mbeki et bien d'autres illustres dirigeants du continent, disaient que l'Afrique, le XXIe siècle, sera le siècle de l'Afrique et de la Renaissance africaine. La différence, petite différence, avec mon ami Jean-Louis Roy, c'est qu'il prépositionne l'Afrique dans un partage de ce siècle avec l'Asie. Première moitié à l'Asie, deuxième moitié à l'Afrique. Pourquoi pas? Mais nous préférons, nous, maintenir le pied sur la pédale de l'accélérateur pour que l'Afrique assume très vite son destin de continent grenier du monde, continent marché, continent maître des ressources naturelles et leader naturel du passé et du futur de l'humanité. Au début de ce XXIe siècle, l'enjeu pour nous, c'était de tout faire pour réussir l'unité de l'Afrique et de l'accrocher au trio émergent de ce qu'on a appelé les New World Global Players, la Chine, l'Inde et le Brésil. D'où le sommet historique d'Accra en 2007 pour proclamer le gouvernement de l'Union. Rendez-vous encore manqué par nos leaders de l'époque. Nous insistions sur l'unité fédérale de nos États parce que nous voulons que l'Afrique soit citée dans ce peloton de tête avant que l'ASEAN, par exemple, ne vienne nous doubler comme nouvelle actrice planétaire. Déjà au tournant du siècle, nous étions en mesure de faire des prédictions qui se sont quasiment toutes réalisées. Le sensible déclin de l'Europe, qui refusait obstinément le choc fédéral afin de rester dans le leadership mondial de plus en plus conquis par les grands ensembles, Chine, Inde, Brésil. Pour nous, contrairement d'ailleurs à beaucoup d'Africains, et j'en ai discuté plusieurs fois dans les enceintes de l'Union africaine, beaucoup de nos compatriotes disaient que notre modèle c'est l'Union européenne. Et je disais régulièrement que notre modèle n'est pas l'Union européenne. Parce que l'Union européenne n'a pas l'ambition de créer les États-Unis d'Europe. Alors que nous avons l'ambition de créer les États-Unis d'Afrique. Et l'Union européenne est composée de pays séculaires qui ont leur histoire, leur passé glorieux, peu glorieux, pas tout à fait. Mais en tout cas, ces pays n'ont pas l'intention de céder partiellement ou totalement leur souveraineté pour construire les États-Unis d'Europe. Alors que c'est la seule entité au monde qui, si elle proclame les États-Unis d'Europe, devient la première puissance mondiale immédiatement et passe avant les États-Unis en termes de PIB. Il n'y a que l'Europe qui a cet avantage. Mais le choc fédéral s'est promené plusieurs fois dans les enceintes de l'Europe. L'Europe est restée sur ses positions. Ils ne veulent pas des États-Unis d'Europe. Et c'est à leur perte, à leur détriment. Et malheureusement, il y a des Africains qui prennent ce modèle-là comme le leur, disant que ce qu'ils ont réussi avec l'Union européenne, nous devons pouvoir le faire en Afrique. Est-ce que c'est cela que nous voulons? Arriver à un moment où il faut faire le saut qualitatif vers les États-Unis d'Afrique et qu'on dise non, chaque pays a ses réalités, a ses valeurs, nous voulons rester des entités séparées. Alors, pour nous, l'Afrique devrait rapidement en tirer les conséquences et accepter le choc fédéral ou l'impératif fédéral. Suivant cela, la recommandation déjà en 1960 de l'illustre savant africain de dimension mondiale, le professeur Cheikh Anta Diop, qui écrivait dans son ouvrage « Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire », je le cite, « Il est urgent de faire basculer l'Afrique sur la pente de son destin fédéral. » Il est urgent de faire basculer l'Afrique sur la pente de son destin fédéral. En plus de la résistance suicidaire de l'Europe à l'irrésistible courant historique du fédéralisme, nous étions témoins et acteurs de la bataille contre ce que nous appelons le refoulé colonial. Refoulé colonial né du passé colonial de certaines puissances européennes, de même que nous adhérions au combat de feu Samir Amin, grand intellectuel africain, théoricien de l'échange inégal et partisan de la déconnexion. Les injustices engendrées par l'échange inégal et par le mépris enfanté par le refoulé colonial ont généré le développement du sous-développement dans nos pays et ont fait de nos jours le lit de l'ouragan de la révolte de la jeunesse africaine contre le statu quo post-indépendance, fait d'immobilisme,
et de changement dans la continuité, car comme disait l'autre, plus ça change, plus c'est la même chose. L'Occident intensifie son développement et sa domination du monde. L'Afrique intensifie son sous-développement et sa marginalisation exponentielle de pays, de continents dominés depuis plusieurs siècles. Comme je l'ai résumé souvent dans mes contributions, les jeunesses africaines sont simplement fatiguées d'être, et je cite, les pauvres les plus riches du monde et les riches les plus pauvres du monde. Les jeunesses africaines en ont assez. Assez donc d'être les pauvres les plus riches du monde ou les riches les plus pauvres du monde. Leur prise de conscience, en plus des traversées du désert, traversées mortelles, et des noyades par milliers dans les océans, a été boostée et accélérée par la révolution silencieuse du digital et des réseaux sociaux. Les smartphones ont été vendus en masse et avec enthousiasme par les Occidentaux, qui étaient loin de soupçonner que Facebook, WhatsApp, TikTok, Twitter, Instagram, etc. allaient creuser une tombe géante à leur contrôle de l'imaginaire des Africains et, comme disait, et entraîner la perte de leur monopole du futur. Et on a une compatriote, je crois que c'est une compatriote, parce que je ne l'ai jamais rencontrée, mais elle a un nom très sénégalais, qui disait, et je la cite depuis 2014 d'ailleurs, et sans jamais avoir eu l'occasion de la rencontrer, elle s'appelle Oulimata Gueye. Voici sa citation. Elle dit: l'Occident a perdu le monopole du futur et l'Afrique est devenue un laboratoire de la nouvelle modernité. Je trouve ça très beau et très engagé. Alors, ces jeunes Africains qui frôlent le milliard d'individus, soit 2 milliards de bras, comme disait le professeur Moussa Seck. Il dit, quand vous dites qu'on a 1 milliard de jeunes, vous dites qu'on a 2 milliards de bras. Alors, ces jeunes sont capables de déplacer des montagnes. Avec un bon leadership visionnaire, ces forces nouvelles africaines, décomplexées, avides d'un futur différent et qui vivent les changements du monde réel en temps réel, vont inévitablement placer l'Afrique dans la trajectoire de son avenir radieux. Pour cela, il nous faudra relever quelques grands challenges pour atteindre assez vite la mise en orbite de l'Afrique parmi les décideurs et les leaders du monde contemporain, monde qui est en reconfiguration accélérée. Ces challenges se présentent ainsi pour l'Afrique des bâtisseurs d'un avenir radieux. Et c'est très important les points que je vais évoquer, très important, particulièrement m'adressant aux jeunes et aux moins jeunes bien sûr. Il est urgent pour nous de déconstruire, de défaire et de vaincre ce que j'appelle le paradigme de la défaite, symbolisé par l'acceptation et l'intériorisation de l'irréversibilité de la balkanisation de l'Afrique. Balkanisation qui a eu tellement de succès que ses auteurs, avec de solides complicités africaines, il faut le dire, ces auteurs veulent passer à ce que j'ai appelé l'hyperbalkanisation de l'Afrique. Démanteler l'AOF, démanteler l'AEF, avant de prendre ses valises, ses bagages et quitter l'Afrique, donc avant la fin du système colonial, était un acte fondateur de la tragédie post-indépendance des pays africains. Ensuite, continuer à encourager le séparatisme, la sécession, le particularisme régional, l'ethnicisme des identités meurtrières ont été des armes de domination redoutables qui ont brisé en plein envol et vigoureusement plombé et freiné notre développement tout en injectant le virus permanent de la haine de soi et de l'autodestruction par des guerres et des génocides et des guerres parfois difficiles à comprendre comme c'est le cas présentement au Soudan. Si les véritables desseins de certains se réalisent, on partirait de 32 États africains en 1963 à 54 États africains aujourd'hui, à 70 voire 80 États dans les années à venir. Voyez les visées partitionnistes sur le Soudan, le Nigeria, la RDC, le Mali, le Cameroun et l'Éthiopie. Vous le savez, beaucoup d'entre vous ont lu ces rapports et ces documents. D'abord, personnellement, je ne pardonnerai pas à certains amis occidentaux le rôle qu'ils ont joué dans la partition du Soudan. Le Soudan était le plus grand territoire africain, 2,5 millions de kilomètres carrés. Un territoire qui a des problèmes.
Il n'y a pas un problème à hauteur d'homme que les hommes ne peuvent pas régler, les hommes et les femmes bien entendu. Nous pouvions régler les problèmes du Soudan. On nous a proposé, comme d'habitude, de prendre le bistouri et de couper une partie du Soudan et de dire que c'est désormais le Sud-Soudan. Depuis qu'ils l'ont fait, sur 12 millions d'habitants du Sud-Soudan, 4 millions sont des déplacés. 300 000 morts de la guerre civile interne soudanaise. John Garang, le grand héros du Soudan, n'a jamais dit qu'il voulait briser le Soudan, partitionner le Soudan, séparer le Soudan du Sud. Il n'a jamais dit cela. Il voulait faire effectivement un combat avec tous les Soudanais progressistes pour remplacer le régime qui était en place et arrêter les exactions, les massacres et les tueries et avoir le plus grand territoire africain qui était le Soudan du Sud, le Soudan tout court. Et on leur a imposé le Soudan du Sud. Ce qui m'étonne, c'est que ceux qui ont mené cette bataille aux Nations Unies, à l'Union africaine, pourquoi ils ne font pas leur bilan autocritique? Pourquoi ils ne viennent pas dire aux Africains on s'était trompé? Parce qu'ils se sont trompés. Et plus grave maintenant, vous avez lu des sénateurs de certains grands pays dire que le Nigeria n'est pas viable. Il faut le casser en 5 ou 10 États. Ils disent que la RDC n'est pas viable. Il faut casser ce grand pays aussi en 4, 5 États. C'est le seul moyen de stabiliser ces pays. Sénégal, vous avez vu le combat qu'on a mené pendant 40 ans pour empêcher qu'on nous sépare du sud du Sénégal. Nous allions être le seul pays du monde, à avoir un nord, un centre et sans avoir de sud. Parce que les gens ont tout fait pour séparer la Casamance, soi-disant qu'elle était enclavée entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Le vrai débat, c'est comment a-t-on pu, sur un territoire aussi petit, nous arranger 4 États. Sénégal francophone, Gambie anglophone, Guinée-Bissau lusophone, et ensuite on a voulu séparer la Casamance pour en faire un 4e État. C'était ça la tentative. Et s'ils n'ont pas réussi au Sénégal, je ne pense pas qu'ils aient renoncé à diviser davantage le continent africain. Voilà que le Mali, avec toutes les difficultés qu'a ce pays, a 7 pays frontaliers. 7 pays. La RDC a 9 pays frontaliers, si je ne me trompe pas. Comment un pays peut survivre encerclé par des pays frères, certes, mais des pays qui ont leurs propres intérêts, et surtout les pays enclavés comme le Mali, le Burkina, etc. Et vous avez vu ce qui se passe dans ces pays. Donc quand est-ce que nous, Africains, allons nous réveiller sur ces questions et dire que nous voulons, nous ne voulons plus de la continuation de la balkanisation, mais nous ne sommes même pas d'accord que la balkanisation qu'ils ont déjà effectuée est irréversible. Il faut respecter certes la souveraineté des États. Il faut, comme on a dit, la décision historique est peut-être un peu tragique, mais qui était peut-être nécessaire à l'époque pour stabiliser le continent, l'intangibilité des frontières héritées du système colonial. Mais vous avez vu ce que ça nous a fait. Nous sommes le continent des conflits, continent des guerres, continent des batailles pour les tiraillements autour des territoires. Suprême aberration, on se réveille un matin, on apprend qu'il y a des gens qui s'appellent Togo occidental, qui sont au Ghana, chez Nkrumah, et qui disent qu'ils veulent se séparer. Alors, première réaction, je dis, peut-être qu'ils disent que leur province avait été confiée au Ghana, peut-être qu'ils veulent retourner vers le Togo originel pour avoir un seul Togo. Ce n'était pas leur intention. Ils voulaient leur État qu'on appellerait Togo occidental, à côté du Togo actuel, et donc aussi balkaniser, c'est de la provocation. Aller chez Nkrumah pour proposer une balkanisation du Ghana. Vous vous rendez compte? Donc ce projet-là, dire que le projet n'existe plus, que les Africains ont dépassé ces questions, ce n'est pas vrai. Nous sommes sous la menace d'une poursuite, ce que j'appelle l'hyperbalkanisation de l'Afrique, et il est temps d'être conscient de ces menaces-là. Ensuite, il est urgent, c'est le deuxième point, de déconstruire et de neutraliser un autre paradigme que j'appelle le paradigme du 1 pas en avant, 2 pas en arrière. C'est le paradigme qui suggère de mettre la charrue de l'intégration africaine, l'intégration économique, pardon, devant les bœufs de l'unité politique. L'unité politique étant la véritable locomotive de l'intégration et du renouveau socio-économique de nos communautés régionales. Quand en 1975, on a créé la CEDEAO, Cheikh Anta Diop a fait une interview avec un journaliste cubain. Il dit, vous avez vu nos dirigeants, ils s'entêtent. Ils ont créé l'OUA sur des bases soi-disant d'une intégration économique progressive, etc. Et vous avez vu le résultat de l'OUA. Maintenant, on nous crée ce qu'ils appellent communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
Parce qu'ils veulent préciser qu'ils ne sont pas une communauté politique. Parce qu'ils veulent préciser qu'ils sont 15 États indépendants et souverains et qu'ils tiennent à leur souveraineté. Cheikh Anta dit, si on avait une union politique des 15 États de la CEDEAO, le Niger, qui à l'époque était le moins avancé, il dit si on a un budget fédéral de 10 milliards de dollars, on envoie 5 milliards de dollars au Niger. On aide le Niger, on relève le Niger, on construit les routes, les autoroutes, les chemins de fer, on connecte le Niger partout. C'est dans l'intérêt suprême de toute l'Afrique de l'Ouest. Il n'y aurait plus un pays d'extrême pauvreté, tous les pays avanceraient ensemble. Il dit c'est ça l'intégration. L'intégration d'abord par l'unité politique et ensuite l'intégration où on planifie. Il dit l'économie c'est le domaine de la compétition. L'union politique c'est le domaine de l'idéal. Comment veut-on mélanger ces choses en créant la CEDEAO? Et il fait une prédiction extraordinaire. Il dit donnez-leur 10 ans, 20 ans, s'ils veulent même 40 ans ou 50 ans, tôt ou tard, la CEDEAO va atteindre son niveau d'incompétence et va être habitée par des coups d'État, des déstabilisations et n'ira plus loin. Comment quelqu'un en 1975 pouvait entrevoir qu'aujourd'hui on aurait 5 coups d'État dans l'espace CEDEAO? On a 2 au Mali, 2 en Guinée, 2 au Burkina et 1 en Guinée. Et la CEDEAO, effectivement, est désemparée et dépassée par la situation politique de la région. Et moi j'ai dit une fois, certains se sont un peu fâchés, mais après ils ont laissé leur fâcherie parce qu'on a bien discuté, on s'est entendu. J'ai dit que la CEDEAO a atteint ses limites historiques, tout ce qu'elle pouvait faire. On a une carte d'identité CEDEAO, on a un passeport CEDEAO. Les petites choses que l'intégration économique ou le choix de l'intégration par la voie économique, les petites choses qu'on peut réussir, c'est déjà fait. Mais après on avait noté que la libre circulation des biens et des personnes n'a jamais été une réalité dans la CEDEAO. On a eu énormément de problèmes. Maintenant arrivent d'autres enjeux, le terrorisme et la sécurité, et j'en parlerai aussi bientôt. Donc, Cheikh Anta Diop, le président Abdoulaye Wade, qui a enseigné à l'Université de Dakar beaucoup de générations d'Africains le cours sur l'intégration économique africaine. Il m'a dit, et il a dit à tout le monde, qu'il était convaincu que l'intégration est avant tout politique. De sorte que, quand il faisait son cours annuel sur l'intégration, il s'arrangeait pour que la dernière phrase de son cours soit de dire aux étudiants « Tout ce que je vous ai dit sur l'intégration économique prouve que l'intégration est avant tout politique ». Il dit, il les laisse toujours repartir avec cette dernière phrase, parce qu'il est convaincu qu'on perdait notre temps à vouloir mettre d'abord l'économie plutôt que de mettre la politique au poste de commandement. Alors, comme disait aussi notre regretté savant panafricaniste, professeur Moussa Seck, alors ça fait sourire parfois, mais c'était sérieux. Il dit l'intégration africaine est un processus conduit par des tortues à qui en plus on a mis des freins. Il dit ces tortues sont les CER, les communautés économiques régionales, et leur chapeau continental, l'Union africaine. De l'OUA à l'Union africaine, notre Union continentale court un marathon interminable qui depuis 60 ans s'éloigne chaque année de la ligne d'arrivée, qui est la proclamation des États-Unis d'Afrique. C'est ça encore dans les textes de l'Union africaine. Ils disent que le but ultime de tout ce que nous faisons, c'est d'aboutir aux États-Unis d'Afrique. Alors, mon ami Moussa et moi, on disait que ce marathon-là, plus tu cours, plus la ligne d'arrivée s'éloigne. Donc il y a un problème. Alors la primauté de la volonté s'éloigne chaque jour de la ligne d'arrivée qui est la proclamation des États-Unis d'Afrique. États-Unis d'Afrique pour une Afrique réconciliée et réunifiée avec sa diaspora. Je n'ai pas beaucoup de temps de développer sur la diaspora, mais la diaspora est extrêmement importante. L'Afrique n'a pas aussi de grand destin si on n'est pas réunifié et réconcilié avec notre diaspora. Les deux diasporas, la diaspora historique, les afro-descendants, et la diaspora moderne, les émigrés africains qui vivent désormais à l'extérieur du continent. La primauté de la volonté politique, la disposition à accepter le principe de la supranationalité, donc de l'abandon partiel de souveraineté librement consentie dans l'esprit de mutualisation pour accélérer la marche des communautés économiques régionales et de la ZLECA. Un marché commun de libre-échange entre 1,3 milliard d'Africains n'est pas, contrairement aux apparences, une question éminemment économique, mais une question éminemment politique.
3. Il est urgent pour nous, en rapport avec le point précédent, de vaincre le paradigme de ceux qui ont célébré trop tôt les funérailles des États-Unis d'Afrique comme projet continental. Le plus salvateur projet, le plus salvateur projet que nous avons eu, l'énigme enfin résolue, le chaînon manquant et l'accélérateur unique et incontournable de la renaissance africaine, économique, culturelle et sociale, c'est effectivement les États-Unis d'Afrique. Alors là aussi, il y avait un débat. Certains disaient, commençons par la renaissance africaine et on va terminer par les États-Unis d'Afrique. Si on analyse Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, tous les grands panafricanistes, c'est une condition, une précondition de la renaissance africaine que de réussir d'abord les États-Unis d'Afrique. Ce sont les États-Unis d'Afrique qui vont signifier le démarrage effectif de la renaissance africaine. Ce n'est pas le contraire. Vous ne pouvez pas réussir la renaissance africaine dans une Afrique émiettée, divisée, en conflit, une Afrique qui a faim, une Afrique qui ne fonctionne pas. Donc là aussi, il faut clarifier cette question et comprendre que c'est un préalable pour nous que de réussir les États-Unis d'Afrique. L'Afrique n'aura pas de grand destin. C'est une belle formule du président Wade, le grand destin de l'Afrique, sans aller à l'État fédéral, tant appelé de tous leurs vœux par les pères fondateurs, intellectuels et leaders politiques de la diaspora et du continent. L'alternative aux États-Unis d'Afrique n'existe pas. La preuve, après 60 ans d'indépendance et de souveraineté internationale, les États africains balkanisés, morcelés et structurellement affaiblis n'ont pas permis le développement d'un seul État africain émergent. Ça, je le dis dans les conférences, les gens semblent surpris. 54 États africains, 60 ans de politique, soi-disant d'intégration et de politique nationale de développement. On a zéro pays émergent en Afrique. Quel est le pays africain émergent? L'Afrique du Sud n'est pas un pays émergent. Les Blancs sud-africains sont émergents. Mais les 80% de Noirs sud-africains ne sont pas émergents du tout, ils sont comme nous. Donc quel est le pays? Je pense que le Maroc fait de grands efforts, c'est évident. Ils avancent dans la bonne direction, l'autosuffisance alimentaire, les infrastructures, etc. Mais là encore, on attend qu'on nous dise que tel pays africain est un pays émergent. Donc là, ça pose la question de est-ce que le paradigme du développement de l'Afrique est viable et c'est le bon paradigme. Donc s'il existe un pays africain émergent, qu'on nous le désigne du doigt et nous revisiterons tous nos paradigmes et nous accepterons que les chevauchées solitaires actuelles peuvent mener à l'émergence. L'Afrique ne pourra exercer son leadership mondial, valoriser sa puissance agricole inégalable, ses richesses minières incommensurables et toutes ces incalculables ressources naturelles. Certains disent 40% des réserves mondiales, d'autres disent 50% des réserves mondiales, dont l'abondance presque insolente et qui prouve le parti pris et l'attachement inconditionnel de Dieu à l'Afrique et aux Africains, ses filles et ses fils aînés. Cette Afrique ne pourra ouvrir l'horizon de son avenir radieux qu'en construisant dans les meilleurs délais les États-Unis d'Afrique. Tous ceux qui pensent le contraire sont piégés par la résignation et par l'incroyable logique qui fait dire à un Africain, nous les pays pauvres. Alors que dès qu'il a fini de proférer ce langage de défaite, il marche sur de l'or, du diamant, de l'uranium, du cobalt, du coltan, de la bauxite, des phosphates, du zircon, des terres rares, de l'hydrogène, le tout entouré d'immenses forêts, à côté d'un tapis de fleuves souterrains et des fleuves au long cours, sans oublier la merveille des grands lacs. Voilà l'Afrique, don de Dieu, don d'abord aux Africains, ensuite à l'humanité, dont l'Afrique est le berceau et le précurseur des civilisations les plus prestigieuses, des cosmogonies les plus complexes et les plus raffinées, des religions qui ont restitué à Dieu sa divinité majestueuse et son statut de maître absolu des créatures de l'univers et des planètes. Côté terrestre, l'Afrique a produit des pyramides non encore élucidées dans leur éblouissante technicité et qui attestent du génie grandiose des Africains. Et enfin, l'Afrique a produit les plus majestueuses œuvres de beauté, art et tradition culturelle que l'humanité a générées jusque-là. Autre grand défi de l'Afrique, obstacle à lever pour assouvir son destin, son désir d'un avenir radieux. Le défi de l'absence de stratégie.
si on veut un avenir radieux, il faut qu'on relève le défi de l'absence de stratégie. Ces dernières 60 années, l'Afrique n'a simplement pas eu de stratégie. Pas de stratégie ni pour son développement, ni pour sa sécurité, ni pour son économie, ni pour son aspiration à rejoindre les puissances émergentes contemporaines. De 1963, avec le grand ratage, où le rendez-vous manquait avec les visionnaires comme Nkrumah, Cheikh Anta, Nyerere, Nasser, Kenyatta et bien d'autres, le continent balkanisé en petits États faibles, Cheikh Anta Diop les appelait des États nains et des États non viables. L'Afrique s'est lancée dans des improvisations, une sorte d'éternel recommencement. La Corée du Sud en 1960 avait 3,9 milliards de dollars comme PIB, inférieur à l'époque à celui du Nigeria et pas loin de celui du Ghana. Aujourd'hui, la Corée du Sud pèse plus de 25 pays d'Afrique avec un PIB de plus de 1800 milliards de dollars. Et qu'on arrête les excuses en disant ce n'est pas vrai, c'est l'Amérique qui a développé la Corée du Sud. Ce n'est pas juste et ce n'est pas sérieux. Quand j'ai été en Corée du Sud, dans les discussions avec la Korean Foundation for Development, ils m'ont dit clairement, beaucoup de gens nous accusent d'avoir été développés par l'Afrique. Et là aussi, il y a cette belle thèse de Cheikh Anta. Il dit, je ne connais pas de peuple qui a développé notre peuple. Je ne connais pas de pays qui a développé un autre pays. Donc, les Coréens nous disent que c'est presque au milieu des années 70 qu'ils ont renoncé à toute aide budgétaire venant des États-Unis. Ils ont juste demandé aux Américains de continuer de leur assurer le bouclier sécuritaire. C'est tout ce qu'ils ont demandé. Mais ils ont mis leur peuple au travail. Et quand vous discutez avec un Coréen, il vous dit on a 5000 ans d'histoire de l'État coréen. Moi, je disais 3000 ans, ils m'ont corrigé. Je dis c'est plus que ça. Donc voilà des gens qui ont une tradition étatique plurimillénaire. Et des gens qui ont accepté parfois de travailler un samedi, un week-end gratuit par mois donné à leur pays. Des gens qui ont accepté des heures de travail absolument incroyables et qui ont 70% de leur territoire qui n'est pas utilisable. Des gens qui n'ont pas de pétrole, mais qui vont acheter le pétrole des autres et qui créent des raffineries pour raffiner le pétrole des autres et aller leur vendre le même pétrole. Des gens qui ont eu le premier chantier naval du monde, et un ingénieur coréen répondant à l'appel de le président Park, rentre en Corée, c'est dans un hangar désaffecté qu'il a commencé à assembler des chips et a commencé à créer des machines pour nettoyer, des télévisions qui faisaient rire les gens. C'est ce monsieur qui a créé Samsung Electronics et qui est la seule compétition de Apple dans le monde aujourd'hui. Et ils ont maîtrisé la technologie. Donc qu'on n'aille pas dire que c'est les Américains qui sont venus développer la Corée. On ne développe pas un pays ou un peuple, il se développe lui-même. Donc, il nous prouve que c'est possible de sortir de ce qu'on est. Et cette Corée-là a multiplié, et j'ai calculé, ils ont multiplié 460 fois en 60 ans leur PIB de 1960. 460 fois. Alors, mon pays, le Sénégal, qui avait 1,8 milliard, donc à peu près un peu la moitié du PIB de la Corée de 1960, le Sénégal a multiplié 15 fois. La Corée a multiplié 460 fois. Le Nigeria, qui était devant la Corée avec 4 milliards et poussière de PIB, le Nigeria aujourd'hui est à 440 milliards quand la Corée est à 1800 milliards de PIB. Et le Nigeria est la première économie de l'Afrique. Pourquoi je cite ces chiffres? La Côte d'Ivoire, où les Malaisiens allaient en 1970 pour dire à nos frères ivoiriens, nous voulons être comme vous. Nous voulons être comme la Côte d'Ivoire. Ces Malaisiens aujourd'hui, ils sont à plus de 73 milliards de PIB. La Côte d'Ivoire est à 70. Et pourtant, les Coréens, les Malaisiens, ils n'ont rien de plus que nous autres Africains. Qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas? Qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas? Ils ont des États cohérents. Ils ont une histoire étatique. Ils ont des leaders visionnaires. Ils savent où ils vont et ils ont une stratégie. Nous, Africains, est-ce que nous avons tout ça? En plus maintenant de vivre dans des États, des frontières qu'on a délimitées arbitrairement pour nous et qu'on nous a imposées. Tout cela prouve l'incohérence
de notre combat pour notre développement, on étouffe dans les cadres qu'on nous a imposés. Maintenant, le drame, c'est que ceux qui nous les ont imposés sont partis et nous avons approfondi le drame, le désastre et nous avons défendu. Il fallait aller dans les réunions de l'Union africaine. Combien je me faisais taper dessus par des Africains qui me disaient « Ouais, mais tout ça, c'est des théories des années 60, toi aussi. » Maintenant, nous, on est des États forts, des États. Alors, quand je vais au sommet Chine-Afrique, 50 ministres des Affaires étrangères de l'Afrique, 50, entourent le seul ministre chinois des Affaires étrangères. Et c'est le ministre chinois qui donne la parole. Première réunion, je levais la main, je dis « Monsieur le ministre, le fait de lever la main, c'est très lourd pour moi. » « Ah oui, pourquoi, mon ami? » Je lui dis « Mais regardez cette salle, nous sommes 50 ministres des Affaires étrangères venus vous parler. » Alors qu'on pouvait envoyer un ministre des Affaires étrangères par sous-région, 5, ou si on veut 2 ministres, et vous avez une bonne réunion. Je lui dis c'est humiliant pour nous d'avoir 50 ministres qui disent, comme à l'école primaire, moi monsieur, qui lèvent la main, parce qu'ils veulent prendre la parole. Et ils prennent la parole parfois devant tout le monde. Oui, monsieur le ministre, la Chine nous avait promis un chemin de fer. Monsieur le ministre, quand est-ce qu'on va réaliser notre chemin de fer? Donc, on fait du bilatéral dans une rencontre multilatérale, contre toutes les règles de la diplomatie. Et donc, moi, j'étais extrêmement gêné. Je suis allé dire au président Ouattara, est-ce que vous pouvez dire à vos collègues qu'ils arrêtent les sommets entre les ministres des Affaires étrangères de l'Afrique avec la Chine, avec l'Inde, avec la Corée du Sud, avec la Turquie, qu'ils arrêtent, qu'on respecte un peu. C'est l'idée de parler d'une seule voix. Quand on voulait la réforme des Nations Unies, Nana Akufo-Addo a été désigné porte-parole de l'Afrique. Et c'est moi qui l'avais proposé, avec beaucoup de fierté. Notre frère a pris les choses en main, nous l'avons accompagné, il était devant. Il ne parlait pas au nom du Ghana, il parlait au nom de l'Afrique. Et il a mené le poids d'1 milliard d'Africains dans sa voix quand il parlait. Les Chinois l'écoutaient, les Japonais l'écoutaient, les Indiens, les Brésiliens l'écoutaient avec respect parce qu'il parlait au nom de l'Afrique. Alors imaginez que chacun d'entre nous a négocié la réforme du système, sa place dans le système. Quand vous allez à l'Assemblée générale des Nations Unies, je le dis parfois, peut-être un peu méchant, je dis quand vous allez écouter 5 chefs d'État africains ou 5 ministres des Affaires étrangères, vous pouvez faire la sieste pour le reste de la session parce qu'il n'y aura rien de nouveau. Parce qu'ils parlent des mêmes réalités, ils parlent du même continent. Imaginez si on déléguait 5 chefs d'État africains, dont un chef de délégation, pour aller parler au nom de l'Afrique à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce serait comme le discours du président des États-Unis. C'est un discours avec beaucoup de poids et d'autorité. Mais vous allez voir défiler, inscrits, et d'abord nos chefs d'État sont dans des compétitions pour aller passer à une bonne heure, un bon moment, dans la journée, la nuit, etc. Les gens rigolent et puis vous voyez après une salle qui au début avait 500 personnes, vous retrouvez 50 personnes, 40, 30 qui écoutent nos chefs d'État. Pourquoi ne pas changer cela? Donc il y a des choses, on ne peut plus blâmer le reste du monde pour nos problèmes. Ce sont des problèmes maintenant que les Africains doivent à l'interne régler. Je ne veux pas abuser de votre temps. Si vous permettez, parce que je suis loin du compte, mais je vais prendre encore peut-être 10 minutes, Monsieur le ministre. C'est une indulgence acceptable. Hein? Merci beaucoup. Donc, mais j'accélère la cadence quand même. Alors, la plus grande illustration de notre manque de stratégie, écoutez bien, c'est la succession des plans de développement éphémères. Chers amis, on était à l'époque étudiant en France, quand on a eu le plan de Lagos. On était des étudiants militants, ce qui est un peu rare maintenant. On est allé étudier le plan Lagos, surtout on a vu la liste des contributeurs. Adededji Adebayor, Edem Kodjo. Les meilleures têtes du continent se réunissent et nous rédigent le plan de Lagos. La Banque mondiale, le FMI, viennent en courant pour leur dire, ah non, attendez, vous, avant de faire ça, d'abord, vraiment, vos États ne fonctionnent pas bien, il faut l'ajustement structurel, etc., etc. Ils freinent le plan de l'Afrique. Et l'Afrique cède, certains de nos chefs d'État cèdent, et on se retrouve maintenant dans les plans d'ajustement structurel. Et après que les Africains ont expliqué que ce qu'on nous a fait avec les plans d'ajustement structurel, ça a déstructuré nos économies, ça a presque détruit notre continent, des cadres de la Banque mondiale sortent un livre qu'ils appellent les années 80, la décennie perdue du développement de l'Afrique. Vous vous rendez compte? Les Africains devaient exiger un procès
un procès et leur dire, comme vous reconnaissez qu'on a perdu 10 ans, est-ce que l'Afrique, avec notre situation, on peut perdre 10 ans? 10 ans de développement, avec des plans qui n'ont ni queue ni tête. On trouve un pays comme la Côte d'Ivoire, qui faisait un magnifique travail de l'agriculture, locomotive de son économie. On dit au président au fait, tant que vous subventionnez vos agriculteurs, ils seront comme des enfants, ils ne vont pas grandir, ils ne vont pas être majeurs, il faut arrêter la subvention. Et ceux qui disent qu'il faut arrêter la subvention, donner $1 milliard par jour à leurs agriculteurs chez eux. Comment est-ce que les Africains peuvent accepter des choses comme ça? Comment peut-on accepter des choses comme ça? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont déstructurés, détruit pratiquement notre système de télécommunication, arrêté les subventions des écoles, arrêté les subventions de la santé. Ils ont fait tout cela. Après, ils viennent reconnaître qu'on a eu une décennie perdue du développement de l'Afrique. Mais qu'ils payent, nos économistes n'ont qu'à calculer ce qu'ils nous doivent et qu'ils nous le payent. Ils nous ont fait du tort. Alors, donc le plan de Lagos tombe à l'eau. Les Africains, résilients qui sont, nous amènent le traité d'Abuja, mais calculé sur 34 ans, ce qui est un peu long à mon avis. Et le traité d'Abuja l'encre n'a pas eu le temps de sécher qu'on lance le processus de la nouvelle Union africaine. Vision et mission de l'Union africaine. Enthousiasme dans le continent, on va quitter l'OUA, on va à l'Union africaine. Kadhafi se lève, d'autres se lèvent, engouement, et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a quelques chefs d'État qui ont préparé un autre programme qu'ils ont appelé le Millennium African Programme, MAP. Abdoulaye Wade dit qu'il ne va pas se laisser faire, il rédige son plan Omega, et on fusionne les deux, on a le NEPAD. Et le NEPAD prend tellement de succès qu'on oublie de parler de l'Union africaine qui se mettait en place. Donc on est parti du plan de Lagos, traité d'Abuja, l'Union africaine, le NEPAD, et après, on est allé dans l'aventure des plans émergents. Chaque pays, Sénégal 2035, Guinée 2030, Côte d'Ivoire 2025, chaque pays a fait son plan émergent. Résultat de ces excellents plans émergents, il n'y a aucun pays émergent. Aucun, pour l'instant. Alors, plus grave, et ça, je vous le dis, ce n'est pas de la médisance. J'étais là quand je discutais avec ma sœur, Mme Zouma, et les gens de l'Afrique australe, pour leur dire, parce que ce qui est étonnant, c'est que les panafricanistes de l'Afrique australe s'opposaient à tous les projets unitaires et panafricanistes qu'on développait dans l'enceinte de l'Union africaine. Parce qu'ils avaient un soupçon tenace que c'est M. Kadhafi. Un des ministres m'a dit, je ne dirai pas son nom, je ne te comprends pas, toi tu es en train de lutter pour que Kadhafi dirige l'Union africaine, les États-Unis d'Afrique. Je dis, ah bon, quand est-ce qu'on a dit ça? J'ai dit, on parle de gouvernement d'union, de l'Union. Gouvernement d'union, c'est quelques ministères clés pour expérimenter la mutualisation pour les infrastructures, par exemple, pour l'économie, pour ceci et cela. Donc, vous pensez que Kadhafi va être un ministre dans le gouvernement d'union? Il me dit, ah non. Je dis, non, quel est ton problème? Et ce qui arrive, c'est que Mme Zouma est élue présidente de la Commission de l'Union africaine. Elle m'a envoyé une lettre d'invitation que j'ai encore. Mon frère, on a besoin de toi, parce que j'avais quitté les affaires étrangères. On a besoin de toi pour prononcer un keynote speech sur le panafricanisme et la renaissance africaine. J'ai dit, ça y est, ma sœur s'est convertie, les autres sont convertis. Maintenant, ça y est, on va rouler à 400 à l'heure, on va avancer. Après, on m'envoie un message pour dire que le colloque est supprimé. J'ai dit, mauvaise nouvelle. Et ensuite, on m'envoie un message pour dire, ça y est, ils ont préparé l'agenda 2063. Alors, j'ai pris ma patience, j'ai lu l'agenda 2063. Je suis sûr que dans la salle, il y a des frères qui ont lu et qui approuvent, etc. Maintenant, moi, la question que j'ai posée, tous ceux qui ont approuvé l'agenda 2063 doivent, au bas de leur signature, signer un autre engagement qu'ils seront là en 2063 pour qu'on fasse le bilan de l'agenda 2063. Ensuite, le monde moderne que nous avons, le ministre le disait tantôt, planifier sur 5-10 ans, c'est un problème. Nous, on nous fait planifier sur 50 ans. Et ensuite, vous avez vu qui pensait que l'Ukraine allait être envahie par la Russie et être en guerre.
il y a 3 ans, 4 ans. Il y avait peut-être des prémices avec l'histoire de Crimée et tout ça, mais une guerre comme celle qu'on a, est-ce que beaucoup y avaient pensé? Que la Chine allait être dans la posture qu'elle est, est-ce qu'on le savait? Donc comment aujourd'hui, dans un monde qui change radicalement, au bout de 2 ans, 3 ans, la configuration mondiale est complètement changée, comment peut-on faire un plan de 50 ans? Et comme disait un grand économiste africain qui soutenait ma position, il me dit, mais mon frère, est-ce que tu as remarqué quelque chose? Dans le plan Agenda 2063, tous les problèmes de l'Afrique sont réglés en 2063. Tous les Africains ont une voiture, tous les Africains ont de l'électricité, tous les Africains mangent à leur faim, Alors, il me dit, c'est même mieux que ce qu'on nous promet au ciel. C'est-à-dire qu'il suffit juste maintenant d'avoir le visa de l'Afrique pour aller au paradis. Parce qu'on aura tout réglé en 2063. Alors c'est pour ça que je dis, on ne peut pas jeter ce plan comme ça aux orties, mais on peut quand même dire que l'Afrique est sous le coup de l'urgence. Nous n'avons pas le temps d'attendre 2063. Et tous ceux qui ont signé cet agenda, moi j'aurai 117 ans ou 127, je ne sais pas quoi, je ne serai pas là. Sauf si bon Dieu veut me prouver que c'est lui qui décide qui sera là, qui ne sera pas là. Mais comment est-ce qu'on peut imposer aux Africains d'attendre 2063? Et ça aussi, c'est un débat qui prouve que, comme j'ai dit, l'Afrique n'a pas de stratégie. On essaye, on oublie, on fait un autre plan, succession de plans, succession. Donc il est temps de mettre fin à cette situation. Alors, l'agenda 2063, et puis on nous a refait le coup Zleka. Moi j'étais obligé d'applaudir parce que je ne veux pas qu'on dise que je n'applaudis à rien. Donc j'ai applaudi. Mais dès qu'on a, la première question que je me suis posée, mais s'il n'y a pas d'industrialisation, même primaire, élémentaire de l'Afrique, si nous ne fabriquons pas nos propres produits, qu'est-ce que nous allons échanger? Des produits chinois, retravaillés, repackagés en Afrique. Et Dieu sait que nous pouvons faire de la transformation primaire. Nos artisans sont doués, nos agriculteurs et agricultrices sont doués, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc on nous a fait un plan continental pour un marché libre, intercontinental, etc. Là encore, on évacue la politique, on essaye l'économie et le commercial. Je ne peux que souhaiter bonne chance à la Zleka. Vous avez noté que je dis Zleka parce que je ne suis pas d'accord avec Zlekaf. Je dis CAF, c'est déjà le football. Donc eux, ils n'ont qu'à juste prendre Zleka. Zone de libre-échange du continent africain, ça suffit. Pourquoi Zlekaf? On fabrique même des mots difficiles à dire. Vous croyez que les paysans... Allez dire à un paysan malien, et je vous apporte la bonne nouvelle, il dit quoi? On a créé la Zlekaf. Il dit quoi? Il dit, est-ce que tu peux répéter Zlekaf? Il va passer la journée à essayer de dire le mot Zlekaf. Voilà, donc, ce que je viens de dire m'a fait dire plusieurs fois dans des conférences que sur la centaine de priorités absolues de l'Afrique, il y a 3 qui sont capitales. 1, leadership. 2, leadership. 3, leadership. Voilà les 3 priorités. Donc, seul un leadership à la hauteur des défis du continent peut produire une vision qui soit victorieuse, qui se décline en stratégie cohérente et gagnante. J'avais prévu de vous parler des défis à relever pour arriver à une Afrique, un continent qui a un avenir radieux. Je voulais parler du défi du terrorisme et de la sécurité, mais je vais laisser pour la prochaine fois en disant simplement ceci. Je suis choqué par la manière dont les Africains sous-estiment la menace terroriste. Ces gens sont entrés au Mali avec quelques pick-up. Après que l'OTAN a refusé de nous écouter, les think tanks et l'intelligentsia africaine, n'allez pas en Libye, n'allez pas renverser Kadhafi, n'allez pas soi-disant, comme disait le philosophe là qui était comment on appelle ça, dans le commando là qui allait en Libye, il disait qu'ils allaient apporter la démocratie et la liberté au peuple libyen. C'était en 2011, 2010, nous sommes en 2023, nous demandons les résultats. Où est la liberté? Où est la démocratie pour le peuple libyen? Ensuite, nous leur avions dit, vous éliminez Kadhafi, vous déstabilisez la Libye, vous aurez détruit le Sahel et peut-être la CEDEAO. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis allé voir le président ATT
que Dieu ait pitié de son âme. Je lui dis, grand frère, si vous laissez l'OTAN, la France en particulier et l'Angleterre faire ce qu'ils sont en train de faire à la Libye, je lui dis, d'après nos informations, ceux qui vont le premier sortir de la Libye, c'est vos anciens compatriotes réfugiés en Libye, et attendez-vous à une rébellion au nord du Mali et probablement à un coup d'état militaire. C'est pas qu'on était des génies. Je lui ai dit ça, ah bon, Tijani, petit frère. Oui, je lui ai dit, mais dites à ces gens d'arrêter. Il est encore temps. Kadhafi, on peut même négocier le sortir de la Libye. Et je sais, je ne vais pas avoir le temps de développer tout ça. On a tenté. Et Kadhafi était d'accord pour sortir. Mais les gens se sont permis, ultime arrogance, de dire à Kadhafi où est-ce qu'il doit aller résider. Ils voulaient lui proposer le Venezuela. Vous vous rendez compte? Kadhafi leur a dit que je vais rester et mourir en Afrique. Je n'irai pas au Venezuela. Il était prêt à aller au Mali, il était prêt à aller au Sénégal, il était prêt à aller dans d'autres pays. Si nous avions laissé faire la diplomatie africaine, on pouvait régler ce problème. Mais ils ont interdit à nos chefs d'État de se rendre en Libye. 5 chefs d'État africains, ils les ont bloqués en Mauritanie pour leur dire qu'ils vont leur libérer un couloir pour qu'ils aillent voir Kadhafi et ressortir. Vous vous rendez compte? Dans quel continent pensent-ils qu'ils sont? Est-ce que c'est eux qui commandent l'Afrique au point de faire des choses comme ça? Donc là aussi, nous avons manqué de caractère, de personnalité, et nous, Africains, on pouvait arrêter la guerre de Libye. Malheureusement, certains de nos dirigeants, peut-être, étaient d'accord avec l'agenda de l'OTAN, mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, Boko Haram a fait 40 000 victimes au Nigeria. 40 000. Est-ce que la vie des Africains importe au reste du monde et aux Africains eux-mêmes? De 2009 à 2022, Boko Haram a tué, massacré 40 000 Nigérians. Quand on tue, on ne le souhaite pas et on est contre et on condamne. Quand on tue 5 personnes en Europe, 10, 15, il y a une marche de tout le monde pour venir manifester leur solidarité. 40 000 Nigérians et peut-être d'autres nationalités qui vivent au Nigeria ont été massacrés. Au Burkina Faso, vous avez vu ce qui se passe. On vous annonce régulièrement 30 soldats tués, 50 soldats tués. On tue, on tue, on tue. Le reste de l'Afrique reste impassible. Le reste de l'Afrique, moi j'ai lancé un appel. Pourquoi mon pays et d'autres pays n'ont pas levé des brigades pour aller au Burkina, appuyer le Burkina, lui donner, apporter du secours et les soulager et participer à leur combat. À ce jour, je suis même allé voir, c'est pas un secret, aller voir un des présidents de la CEDEAO de l'époque. Je lui ai dit, mon frère, monsieur le président, aidez le Burkina. Ils sont en train de détruire ce pays qui pourrait être le premier bastion en Afrique. Ils sont en train de conquérir des États. Ils veulent tout le Sahel, ils veulent mettre le califat islamique. Et ils ont même pensé, maintenant ils ont le luxe de penser que ce serait idiot de prendre uniquement les pays du Sahel. Ils veulent une façade maritime. Ils pensent au Bénin, au Togo, peut-être la Côte d'Ivoire, peut-être le Sénégal. Et ces gens du sud de l'Algérie, nord du Mali, ils sont au Mozambique. Ils sont en RDC, ils sont au Cameroun, ils sont au Nigeria, ils sont au Kenya, ils sont en Somalie, ils sont en Ouganda, ils sont en Tanzanie. Ils ont fait le tour de la question. Ils sont venus, comme disait le président Déby, que Dieu ait pitié de son âme, ils sont venus prendre nos terres et nos forêts et nos richesses. Ils ne sont pas venus faire de djihad islamique, ils ne parlent même pas d'islam. Ils sont venus prendre leur part du continent africain. Alors nous autres Africains, pourquoi nous sommes aussi insensibles? Il paraît qu'ils pensent sincèrement que nous sommes insouciants, nous sommes inconscients, que nous ne prenons pas les choses au sérieux. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour qu'il y ait une armée africaine? Qu'est-ce qu'il faut de plus pour qu'il y ait une armée régionale de la CEDEAO, soutenue par des autres pays africains? On avait programmé un sommet de Sharm el-Sheikh sur l'armée africaine, reporté à cause du Covid. Un sommet sur le terrorisme, reporté à cause du Covid. Mais le Covid ne peut pas être un éternel prétexte. Il faut qu'on règle, qu'on essaie de gérer ce grand défi aujourd'hui qui risque de déstabiliser durablement le continent africain. Donc, je vais passer sur la sécurité, il y a beaucoup d'autres informations à partager. L'essentiel, je pense profondément qu'il y a un plan, un projet pour faire de l'Afrique l'épicentre du terrorisme mondial. Ces gens-là ont déménagé l'Afghanistan maintenant en État islamiste installé. Daesh, ça n'a pas marché en Irak et en Syrie. Ils ont pensé que l'Afrique, 30 millions de kilomètres carrés, des États qu'ils pensent vulnérables, des pays, etc. Ils pensent qu'ils peuvent venir prendre leur part du continent africain. Donc l'intelligence africaine
Si on veut parler d'avenir radieux, il faut d'abord régler ce genre de problème. Il faut parler à nos dirigeants. Alors, à part le terrorisme, il y a l'insécurité alimentaire, l'absence de souveraineté médicinale. Il y a un pays que je connais bien. Quand le Covid est apparu, 17 millions d'habitants, on s'est rendu compte qu'on avait 30 lits de réanimation. Ça fait 1 lit pour 2 millions d'habitants. 17 millions d'habitants, 30 lits de réanimation. Chaque pays d'Afrique ne peut pas régler tous ces problèmes d'éducation, de santé, d'agriculture en même temps. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on doit mutualiser, avoir de grands centres. Et là, j'aime bien les projections en cours pour doter l'Afrique de centres où on mutualise pour avoir nos propres vaccins, pour régler nos problèmes ensemble en tant qu'Africains. Ensuite, l'exode tragique et hémorragique de nos jeunes. Ces jeunes, alors, nos jeunes, ça c'est un appel important pour moi. Pour moi, c'est eux la locomotive de la renaissance africaine et de l'avenir radieux du continent, les jeunesses africaines. Le seul drame que je note, c'est que parce que les élites et peut-être les générations précédentes ont abandonné un peu leurs responsabilités par rapport aux jeunes, que nos jeunes, on les a laissés à huis clos pendant 4-5 ans avec de soi-disant influenceurs venant d'ailleurs qui ont leur propre agenda. Quand je vois en RDC, je l'ai vu à la télé, j'en étais choqué parce que c'est un pays que j'aime beaucoup et je l'ai dit partout. Pour contrer la visite de Macron, des jeunes ont déferlé dans les rues de Kinshasa. Au lieu de brandir le drapeau de Lumumba, la photo de Lumumba, la photo de Cabral, la photo de Sankara, ils ont brandi la photo de Poutine. C'est un vrai problème. Il nous faut parler à nos jeunes avant qu'il ne soit trop tard. Et nous avons une immense responsabilité. Et le panafricanisme ne peut pas se confondre avec le fait que des Africains luttent contre l'ancienne tutelle parce qu'ils ont déjà négocié et mis dans leur poche une nouvelle tutelle. Nous ne voulons d'aucune tutelle. La seule tutelle qui vaille pour nous, c'est la tutelle La seule tutelle qui vaille pour nous, c'est la tutelle de l'Afrique sur l'Afrique. C'est la seule tutelle que nous accepterons désormais. Et il faudra en parler avec nos jeunes. Il y a des influenceurs placés un peu partout dans le monde qui désignent justement cette nouvelle tutelle. Et c'est comme si on a une addiction par rapport à des maîtres, à des gens qui nous dirigent, qu'on a peur de la perspective d'être nos propres maîtres et les maîtres de notre propre destin. Donc on cherche d'autres qui viennent diriger notre continent. C'est inacceptable. Alors, je passe sur tout ça parce que je veux venir aux propositions. Je vais aller aux propositions. Okay. Alors, si l'avenir radieux est possible, comment y parvenir? C'est une question. Alors, je pense qu'il faut, comme je dis, vider le contentieux artificiel créé autour des thèmes de la souveraineté. Beaucoup d'Africains ne veulent pas l'union fédérale parce qu'ils pensent que le fédéralisme, c'est perdre la souveraineté de leur pays. Les amis d'Afrique australe nous le disaient clairement. Mon frère, vous avez négocié vos indépendances, vous avez signé des papiers. Nous, on a fait la guerre. Maintenant, vous pouvez nous dire de renoncer à notre... etc. Or, pour moi, ma compréhension du fédéralisme, si vous prenez le cas des États-Unis, vous pensez que le président des États-Unis peut donner des instructions au gouverneur de Californie ou de New York ou de Texas ou de Utah? Il ne peut pas. Ils ont négocié 4 ou 5 domaines qu'ils ont décidé de mutualiser. C'est la monnaie, le dollar, c'est l'armée américaine. Chacun ne crée pas son armée, ils ont une armée fédérale. C'est la diplomatie. Ils ont un seul ministre des Affaires étrangères qui parle au nom de 300-400 millions de personnes et la première puissance du monde. Ensuite, ils ont un commerce extérieur commun. Comme disait le président Ouad, si chaque pays africain a son commerce extérieur, sa politique de commerce extérieur, on va vous proposer 15% pour votre pétrole, vous refusez. Un autre pays africain dit aux gars, venez, on vous le fait même à 10% si vous voulez. Il faut arrêter ça. Le fait d'avoir un ministre fédéral africain chargé du commerce extérieur, chargé de la diplomatie, chargé de la défense et de la sécurité et chargé de la monnaie et de la banque centrale, c'est ça le fédéralisme.
on mutualise ce qu'on veut mutualiser. Pour le reste aux États-Unis, beaucoup ne savent pas que chaque État américain, du plus petit au plus grand, a sa constitution, a son parlement, a sa Cour suprême. C'est incroyable comment les gens n'étudient pas ces questions pour comprendre que c'est une erreur que de penser que le fédéralisme c'est un abandon de souveraineté. Le Sénégal et le Mali, c'est-à-dire le Soudan français, en créant la fédération du Mali, on était peut-être les deux seuls pays du continent à avoir mis dans notre constitution le Sénégal est prêt à abandonner partiellement ou totalement sa souveraineté pour construire l'unité africaine. Est-ce que ça fait qu'on a perdu le Sénégal? On est encore là. Donc je pense qu'il faut régler ce problème. Maintenant, l'Union africaine, et je leur ai reproché lors des débats sur le nouvel acte constitutif de l'Union africaine. Ils disent que nous sommes une association d'États indépendants et souverains. Donc qu'est-ce qu'on fait ensemble? Nous sommes une association d'États indépendants et souverains. J'ai dit, nous sommes une association d'États souverains, d'accord, mais interdépendants, au moins interdépendants. Mais vous dites que vous êtes indépendants et vous êtes souverains. Qu'est-ce que vous faites dans cette salle? Allez montrer aux gens que vous êtes indépendants et souverains. Un petit groupe de djihadistes vient, il vous déstabilise, il prend votre pays, il prend votre capitale, etc. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on comprenne que le fédéralisme, ce n'est pas un abandon de souveraineté. L'autre point soulevé par certains Africains, nous sommes un pays de diamants, de pétrole, d'or, de manganèse, de tout, et vous voulez nous unir avec des pays du Sahel qui n'ont rien. Vous vous rendez compte? Texas, c'est l'un des États les plus riches des États-Unis. Californie, c'est l'État numéro 1 qui a le niveau de l'économie de l'Allemagne. New York, c'est un État très riche. Mais ils ont eu Mississippi et Alabama qui, a 30 ans, avait le niveau de développement du Sénégal et du Congo, c'est-à-dire des pays, des États en retard, et ils ont décidé de faire du rattrapage pour tirer ceux qui sont vers le bas, les tirer vers le haut. C'est ça aussi le fédéralisme. On s'entraide. Mais le Botswana, avec son diamant, personne ne lui dit qu'on prend son diamant, on le déménage à Addis Abeba, on appelle un banquier, on sait partager son diamant, on donne à chacun. On n'a pas dit ça. Il y a des pays riches aux États-Unis, des États riches, des États moins riches et des États pauvres. Mais ils sont ensemble. Et ensuite, du point de vue, les gens disent, oui, mais il faut qu'on ait des valeurs partagées pour nous unir. Ah bon? Utah, État mormon. Californie, État ultra-libéral. New York, État libéral. Texas, État conservateur. Pourquoi ils sont ensemble? Parce qu'ils ont décidé de mutualiser. Ils sont intelligents. Ils ont décidé de mutualiser, de rester les États-Unis la première puissance du monde. Et chacun a son système politique, son système idéologique, sa vision de la religion, etc. Et ils vivent ensemble. Donc là aussi, l'histoire de valeurs partagées, c'est à relativiser. Alors, j'avance vers la fin, hein, chers amis. Alors, en termes de, je parle souvent des États-Unis comme modèle fédéral, mais je pense que le modèle fédéral pour les Africains, le vrai, paradoxalement, c'est l'Inde. Parce que l'Inde, avec 31 États, a 10 mouvements de libération qui luttent dans des États. Et ils sont une fédération. Ils ont 6400 castes. Ils sont une fédération. Ils ont 1600 langues. Ils sont une fédération. Ils ont 8 religions et des fêtes religieuses. Ils sont une fédération. Et ils disent dans un texte qu'ils diffusaient, avec toutes ces différences, nous sommes fiers d'être la nation indienne. Nous, qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, d'être fiers d'être la nation africaine, avec nos différences et notre diversité? L'autre problème, la question de la langue. Cheikh Anta Diop, encore une fois, je ne connais pas de peuple qui s'est développé dans la langue d'autrui. L'Union africaine, on a adopté le Swahili comme langue de communication. Premier sommet, 9 chefs d'État. 9 chefs d'État ont parlé Swahili. Deuxième sommet, 0 chef d'État. Donc, le Swahili est une langue qu'on peut dompter pour les sciences, mathématiques, physique, littérature, tout ce qu'on veut. C'est une langue de communication que les Africains utilisent déjà. Pourquoi on ne ferait pas du Swahili une langue continentale et mettre un embryon académique qui va travailler à préparer les documents, les textbooks, tout ce qu'il faut pour nos enfants. Qu'au Sénégal, dans mon village de Peul du nord du Sénégal, qu'on apprenne le Swahili à nos enfants. Ça ne les empêche pas de têter le Peul, de parler le Peul, et peut-être on peut combiner qu'ils pourront prendre les cours de Swahili et prendre les cours de Peul. Et s'ils ont besoin, le Wolof, ils l'apprendront dans la rue de toute façon. Mais s'ils peuvent aussi ajouter le Wolof, le Yoruba. L'être humain est capable de parler 5 ou 6 langues, on l'a vu. Qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas possible d'avoir une langue continentale. Moi, je serais fier un jour qu'à l'Union africaine, tous les débats se fassent en Swahili. Plus tard, le manding peut entrer,
le Zoulou peut entrer, le Yoruba peut entrer, le Peul peut entrer, beaucoup d'autres langues, le Lingala, les grandes langues du continent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut régler cette question. Parce que quand même que nos enfants fassent 17 ans pour apprendre le français, 17 ans. Avant de passer maintenant aux choses sérieuses, commencer, comme disait l'autre, à rêver en français, à raisonner en français. Parce qu'ils passent le temps, comme disait un grand linguiste sénégalais, les enfants, ils traduisent. Ils traduisent dans leur langue maternelle le français, l'anglais, les langues étrangères. C'est la rapidité de la traduction qui vous donne l'impression qu'ils parlent français, un bon français. En vérité, ils traduisent. Jusqu'au moment où ils ne traduisent plus, parce qu'ils rêvent en français, ils font des discours en français. Bon, ok. Alors, en termes de stratégie aussi, je voulais citer le cas de Mao Tse-tung, qu'on a montré sur CNN en 1956. 1956, Mao Tse-tung dit: si la Chine respecte le poids de son histoire, le poids de sa démographie et ses valeurs intrinsèques, je donne 50 ans à la Chine pour rattraper les États-Unis. Si je me trompe, c'est sur une marge de 10 ans. Donc, 1956, il visait 2006. Et marge de trompe, il dit erreur de 10 ans. En 2014, la Chine était la première puissance commerciale du monde. Et elle avance vers sa volonté d'être la première puissance économique du monde et peut-être la première puissance du monde tout court. Donc voilà un dirigeant qui a calculé sur 50 ans, mais ça c'était les années 50. Aujourd'hui, avec les instruments et l'accélération de l'histoire, il n'est peut-être pas possible de nous lancer sur des prédictions de 50 ans. Alors moi, ma proposition, pour arriver à ce que nous voulons, c'est de dire que les 5 communautés régionales africaines actuelles ont touché leurs limites historiques, sont dans l'impasse, n'arrivent pas à régler les problèmes du continent. Quand la RDC est attaquée, il faut beaucoup de négociations avec, etc., la communauté régionale, East African Community, etc., pour mettre en place quelque chose. La CEDEAO avait fait 42 réunions sur le Mali. 42. Et à l'époque, j'avais critiqué en disant qu'est-ce qu'on fait avec les 42 réunions? Réunion des conseillers, réunion des chefs d'État, réunion des ministres, réunion des chefs d'État-major, réunion. Alors que les djihadistes, eux, ils brûlent le Mali déjà. Donc c'est pour dire qu'avec nos communautés régionales, on a atteint des limites historiques. Moi, ma proposition, et j'y travaille avec des amis et je vous invite à y réfléchir, est-ce qu'on ne peut pas demander à nos dirigeants de transformer la CEDEAO en fédération des États de l'Afrique de l'Ouest, fédération politique, qu'on transforme la CEAC en fédération des États de l'Afrique centrale. La même chose avec la SADC, la même chose avec les pays de l'Afrique de l'Est. Maintenant, après, on va maintenant les négocier avec nos parents du nord de l'Afrique pour qu'ils forment aussi une fédération primaire. C'est ce que nous avons appelé les 5 fédérations primaires étapes vers les États-Unis d'Afrique. Alors, pourquoi l'Afrique du Nord? Ce qui peut être évident pour la CEDEAO va être très difficile pour l'Afrique du Nord parce que les 2 géants de l'Afrique du Nord, le Maroc et l'Algérie, ont besoin de notre médiation. Moi, je trouve extraordinaire que ce qui se passe entre ces 2 pays, comme l'Allemagne et la France, des crises historiques longues, etc. Est-ce que l'Afrique ne peut pas prendre ce dossier en main et le résoudre? On peut régler ce problème entre l'Algérie et le Maroc. Une fois que c'est fait, ces 2 pays, plus la Tunisie, plus l'Égypte, plus la Libye, etc., risquent d'être une puissance continentale rapidement et risquent de rattraper l'Inde très vite. Alors, Bill Clinton a dit quelque chose qui va vous défier, vous, mes frères et sœurs de l'Afrique centrale, et personne ne me l'a raconté et je ne l'ai pas lu dans Madame Google, je l'ai entendu, j'étais dans la salle. C'est lors du sommet Afrique-États-Unis. Clinton monte, il fait sa démonstration et à la fin il dit que sa fondation a travaillé sur le Congo, Brazzaville, Congo-Kinshasa et le Gabon. Il dit, est-ce que vous savez que ces 3 pays unis politiquement pèsent, et il l'a répété 3 fois, parce que vous savez Clinton parle bien, il l'a répété 3 fois pour qu'on comprenne. Ces 3 pays, dit-il, potentiellement pèsent 31 000 milliards de dollars. Imaginez que j'ai eu discuté pour comprendre c'est quoi 31 000 milliards de dollars. Il dit ces pays, ces 3 pays sont extrêmement riches et pèsent 31 000 milliards de dollars. Et il ajoute une image pour qu'on comprenne. Il dit plus que le PIB des États-Unis, de la Chine, de l'Inde et du Japon combinés. Quand j'ai dit ça au professeur Moussa Seck, il me dit c'est qu'il a raison. Parce que le PIB de ces pays-là fait tant, à l'époque 30 000 milliards de dollars.
et s'il dit que c'est 31 000 milliards de dollars que pèsent ces pays-là réunis, c'est effectivement plus que le budget de ces 4 pays, États-Unis, Chine, Inde et Japon. Alors, ajoutez le Cameroun, une des puissances de l'Afrique centrale, qui rejoint ce groupe. Ajoutez le Tchad, qui vous apporte un air du Sahel et qui a du pétrole et qui a le lac Tchad. Rajoutez la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe. La Centrafrique, qui est un pays extraordinaire, absolument. Vous mettez ces pays ensemble dans une fédération des États de l'Afrique centrale. Vous avez tout de suite une course pour rattraper l'Inde et peut-être dépasser l'Inde. Et si l'Afrique réussit, la CEDEAO, nous sommes 400 millions d'habitants sur 5 millions de kilomètres carrés. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mal quand je dis à nos dirigeants, 400 millions d'habitants. Vous prenez 1%, ça fait 4 millions de jeunes soldats pour régler notre problème avec les terroristes et l'insécurité. 4 millions. Si 4 millions c'est trop, on prend 0,1%, c'est 400 000 jeunes soldats pour régler le problème. Et je leur donne l'exemple de Cuba. 12 millions d'habitants, une armée de 2 millions de soldats, dont 1 million de réservistes pour défendre Cuba. 12 millions d'habitants. Un territoire de 112 000 km², quelque chose comme ça. Nous, on a 5 millions de kilomètres carrés, 400 millions d'habitants. Et nous ne pouvons pas mutualiser pour régler nos questions de sécurité et autres, et nos questions de développement. Imaginez le Nigeria et le Ghana, Sénégal et Côte d'Ivoire ensemble, tirant l'Afrique de l'Ouest. On va rattraper l'Inde. Et si maintenant ces 5 fédérations se mettent ensemble, on ne parle plus d'Inde, on va talonner la Chine. On va chercher à rattraper et peut-être même dépasser la Chine. Et la prédiction de Jean Leroy, que la deuxième moitié du XXIe siècle va nécessairement appartenir à l'Afrique, peut se réaliser. Mais relevons le défi du leadership. Et je dois dire un mot pour finir. J'ai beaucoup parlé des jeunes, mais le deuxième grand atout de l'Afrique, ce sont les femmes africaines. Les femmes africaines, il y a 2 informations capitales. Christine Lagarde, présidente, ancienne présidente du FMI, aujourd'hui présidente de la Banque européenne, voilà, Banque centrale européenne. Christine Lagarde et un autre, j'avais la citation mais je ne vais pas vous prendre trop de temps. Christine Lagarde dit, si les femmes entrent dans le système de production et sont respectées pour leur talent et leurs compétences et sont considérées, il dit, dans nos calculs, ça va booster le PIB de chaque pays où on pratique cela de 35%. C'est-à-dire, vous prenez le PIB du Congo, on valorise les femmes, on leur donne leur part, on fait la même chose au Sénégal et dans d'autres pays. Il dit, on booste le PIB du Congo de 35%. Mais c'est incroyable qu'on accepte de perdre tout cela à cause du comportement des hommes, de misogynie, de tout ce qu'on veut. Il faut dépasser cela. Moi, je suis pour la parité. Je suis pour l'équité. Je suis pour... Et je cite là une femme, une intellectuelle tanzanienne, qui dit quelque chose qui a beaucoup plu aux femmes, qui plaît à certains hommes féministes comme moi et peut-être d'autres, et qui ne plaît pas à certains autres hommes. La femme dit, l'intellectuelle tanzanienne, elle dit, si vous voulez, partout dans le monde, if you want the job to get done, give it to women. If you want people to talk about it, give it to men. Si vous voulez que le travail soit fait, donnez-le aux femmes. Si vous voulez qu'on en parle, donnez-le aux hommes. Alors, ma réponse, comment y parvenir? Je suis pour qu'on transforme nos 5 communautés régionales en 5 fédérations primaires. Moi, je ne vois pas d'autre voie. Parce qu'aujourd'hui, attendre qu'on proclame les États-Unis d'Afrique, ça va prendre encore du temps. Il y a des gens qui sont encore réticents, il y a beaucoup d'explications à faire. Mais comme les 5 fédérations primaires, les 5 communautés régionales sont en panne, les 5, il n'y a aucune qui a performé autant que la CEDEAO dans les années 2000-2010. Tout le monde citait la CEDEAO comme modèle. La CEDEAO gère aujourd'hui 5 coups d'État, gère les terroristes. Le Nigeria avait 40 000 victimes. On a des problèmes partout dans la CEDEAO. Si le Nigeria acceptait d'assumer son leadership de l'Afrique de l'Ouest et de la CEDEAO, et peut-être même du continent, on pouvait régler la question de l'union politique dans la CEDEAO. Dernier point. Quand est-ce que les Africains vont regarder le reste de la communauté internationale dans les yeux pour leur dire, nous sommes 1,3 milliard d'Africains. Nous n'accepterons plus
Et nous vous donnons un ultimatum, que si dans les 6 mois, vous ne nous donnez pas un siège de membre permanent avec droit de veto, on va suspendre notre participation au système des Nations Unies et on va proposer un nouveau système des Nations Unies plus juste, plus équitable. Au nom de quoi les 5 membres permanents actuels décident de rester les seuls 5 membres permanents. Qu'est-ce que ces pays ont de plus que nous? La Russie a l'économie de l'Espagne. La France et l'Angleterre étaient effectivement de grandes puissances, aujourd'hui des puissances moyennes. Les États-Unis et la Chine sont peut-être légitimes. Qu'est-ce que tous ces pays ont de plus que l'Afrique? Et si on laisse faire, c'est parce qu'on n'avait pas de droit de veto. C'est parce qu'on n'était pas présent au Conseil de sécurité qu'on nous a fait le coup de la Libye, qu'on a déstabilisé le Sahel et l'Afrique de l'Ouest et le reste du continent. L'Afrique a droit à un siège de membre permanent avec droit de veto pour réparer l'injustice historique qui nous est faite. Et le plus choquant dans ce débat, c'est quand nos amis occidentaux bondissent de leur chaise pour dire mais même si on vous donnait ça, vous n'allez pas vous entendre. Vous vous rendez compte? Je le dis toujours, mais pourquoi répondre à une question qui ne vous est pas posée? Qui va représenter l'Afrique? C'est à vous de le discuter, ça ne vous regarde pas. Nous aurons, je pense, le premier représentant d'un continent décidé de façon démocratique, quel que soit le pays qu'on choisira. Il ira au Conseil de sécurité avec le drapeau de l'Union africaine. Les 5 communautés régionales vont désigner par rotation 2 représentants dans un comité spécial aux Nations Unies qui encadre le pays que nous avons choisi. Et ce pays, nous allons signer un pacte avec lui. Le jour où il arrêtera de parler au nom de l'Afrique et commence à parler au nom de son pays, nous l'enlevons. Nous l'enlevons, nous mettons quelqu'un d'autre. Donc, qu'on ne nous dise pas que vous n'allez pas vous entendre. Mais ça, ce n'est pas le problème. Nous disons que cette situation ne doit plus continuer. Même Joe Biden s'est prononcé pour dire qu'effectivement, il faut régler ce problème. Parce que tout le monde a compris que c'est une absurdité. Maintenant, les Africains, ils vont négocier, ils vont demander. Il est temps de taper sur la table et de poser un ultimatum. Les Nations Unies, telles que structures, ne fonctionnent pas, sont en crise. Nous n'accepterons pas que nous, on soit les perdants dans ce débat. Nous voulons un siège de membre permanent avec droit de veto. Et ensuite, on va continuer la réforme de Kofi Annan. On a déjà pris 20 et quelques années. S'ils veulent rajouter 20 ans, il n'y a pas de problème, on va les suivre. Mais entre nous, on règle d'abord notre problème. Nous voulons notre siège permanent. Et en termes de à quel horizon, moi ce que je propose, c'est que les think tanks africains réfléchissent sur ce qu'on a dit, cette proposition de transformer les 5 fédérations primaires en fédérations, qu'on rédige les textes, qu'on fasse des propositions, qu'on les soumette à nos chefs d'État, à nos décideurs, dans les 2 ans qui arrivent, 2023-2025. Et si on est d'accord qu'on expérimente ces fédérations primaires de 2025 à 2040, 15 ans pour mettre en place les fédérations primaires, la CEDEAO aura tout de suite sa diplomatie commune, son armée régionale, on aura notre monnaie commune, on va régler, la citoyenneté commune est déjà réglée, on va avancer. Et en 2040, on voit si les conditions sont réunies pour proclamer les États-Unis d'Afrique. Et je prie notre Seigneur de nous accompagner dans cette voie. Merci les amis.